Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Guillaume Rivalan. J'ai des gros problèmes d'argent. Je vais m'en sortir mais je ne sais pas comment. Moi qui gagnais des mille et des cents. Ah oui, les problèmes d'argent, on en a quand on regarde la dette publique. L'Institut Montaigne a étrillé hier soir les programmes des principaux candidats à la présidentielle. Le think tank libéral a carrément mis en doute la soutenabilité budgétaire des programmes. Pour ce think tank, aucun des candidats ne ramènerait le déficit aux 3% de Maastricht à la fin du quinquennat. En 2020, ce déficit s'était creusé à 8,9% du PIB pour finir à 6,5% à la fin 2021. Revient sur la table le sujet de la dette qui atteint 2813 milliards fin 2021, soit 112,9% du PIB, un peu mieux que l'année précédente où elle frôlait les 115%, mais en valeur absolue, elle avait quand même augmenté de 165 milliards. D'où notre premier débat, la dette était la grande oubliée de la présidentielle et vous êtes 82% à dire oui. Avec nous, Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste et président de l'IREF, Institut des recherches économiques et fiscales. Jean-Philippe Delsol, bonsoir. Bonsoir à tous. On a l'impression que la dette n'est pas importante puisque finalement personne n'en parle. Je n'ai plus le son. Ah, vous n'avez plus le son. Alors, c'est bon, c'est bon. Oui, on a bon. l'impression que la dette, c'est pas important puisque personne n'en parle. Ah, personne ne veut en parler parce que tout le monde sait que c'est un sujet extrêmement dangereux. Il est dangereux et au fond, les politiques qui l'abordent disent « Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que l'argent ne coûte rien. » Comme si l'argent ne coûtait rien. Bien sûr qu'il coûte. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis 5 ans, en particulier, c'était pas toujours mieux avant, hein, mais depuis 5 ans, l'État s'endette tous les ans pour ses dépenses de fonctionnement. Et c'est ça qui est grave. C'est pas pour son investissement, c'est pour payer ses fonctionnaires, pour rembourser les soins d'assurance maladie, etc. Et il dit c'est pas grave puisqu'il n'y a pas de taux d'intérêt. Et donc, regardez dans notre budget, le coût de la dette baisse d'année en année. Et c'est vrai, le coût de la dette a baissé depuis 4 ans, d'année en année, parce que les taux d'intérêt, ben ça, ils étaient même négatifs. Sauf que ça va changer. Et sauf qu'on paye toujours ses dettes. Même l'État paye ses dettes, ou alors il fait faillite. Mais quand l'État fait faillite, c'est pire pour ses citoyens. En fait, quand on regarde les chiffres, quelques chiffres, le moins possible, mais tout de même, à l'arrivée en mai 2017 de M. Macron, la dette, elle est à 2275 milliards. À la fin de cette année, elle va être très proche, on ne sait pas exactement parce que la guerre en Ukraine a encore bouleversé les choses, mais très proche, peut-être un peu supérieure, à 3 000 milliards d'euros. C'est-à-dire en fait qu'elle aura augmenté de 35% en 5 ans. C'est considérable. Et comme en plus l'inflation arrive, il va falloir rembourser cette dette avec des taux d'intérêt qui vont être insupportables. On va échanger avec les vraies voix. Philippe Bilger. Je voudrais quitter la technique remarquablement développée par Maître Delsol pour des considérations que je qualifierais un peu pompeusement de philosophie politique. Je trouve que le reproche de l'Institut Montaigne est un peu injuste à l'égard des candidats parce que je pense que pas une seconde, dans leur fort intérieur, ils ignorent que la praticabilité financière de leur programme est assurée. Mais c'est un peu une tradition française, je crois, que dans le cadre d'une campagne, de proposer tout ce que l'esprit politique partisan peut suggérer comme piste sans se soucier une seconde du caractère opératoire de ses engagements sur le plan financier, comme si on attendait le moment d'être au pouvoir pour, étant confronté au réel, ajuster les promesses par rapport aux contraintes du présent. D'ailleurs, la meilleure preuve, et je termine, mon cher Philippe, c'est le fait que les programmes très rares qui cherchent à avoir d'emblée une sorte de bon sens financier sont, je dirais, les moins porteurs d'espérance, comme si en réalité une forme de réalisme décevait un peu le citoyen. Jean-Philippe Delsol. Oui, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, cher monsieur Bilger, c'est que c'est un jeu de dupes, mais c'est normal.
Bah, Voilà. moi, je trouve que c'est effectivement un jeu de poker menteur, mais c'est pas normal. Qu'est-ce que vous diriez, finalement, au Père Noël s'il vous faisait des cadeaux puis qu'ensuite il vous les faisait payer? Bah, vous diriez que le Père Noël est un menteur. Ou le Père Noël est une ordure, on peut le dire franchement. C'est une ordure. Bon. Eh ben, c'est ce qui se passe en fait. Hein. Alors je vais prendre l'exemple d'ailleurs du mandat qui vient de s'achever parce qu'il faut partir de la réalité puis après parler des problèmes. En fait, sur le mandat, j'ai dit combien donc la dette avait augmenté. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement a fait d'année en année des cadeaux aux Français, soit en avantages supplémentaires, en remboursement de dépenses ou en baisse d'impôts d'ailleurs pour certaines, même si beaucoup sont fallacieuses. Mais il ne les a pas payés, il n'a pas fait d'économie. Il a en fait emprunté. Et il a emprunté aussi pour l'avenir, c'est-à-dire que ce sont les générations à venir qui vont payer les dépenses de ces années passées et les prochaines. Alors, il n'y en a qu'une, il faut le reconnaître. Moi, je ne défends pas un candidat plutôt que d'autres, mais il n'y a qu'une candidate qui a marqué de manière très forte son souci de l'équilibre des finances publiques. Et elle a eu raison. Il ne faut pas citer son nom. Il faut pas citer son nom. Alors, maintenant, vous m'obligez à le dire. Il y a 11 autres candidats. Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Fabien Roussel, oui. Yannick Jadot. Je citerai la suite. Allez-y, continuez. Ne pas citer le nom de candidat. Vous pouvez passer la liste, s'il vous plaît, Lydia Guirouz. Vous avez pris ma liste, il faut que je la cite. C'est les aberrations. Par cœur, Philippe David. Oui, mais alors le problème, c'est que je ne veux pas en oublier. C'est ça le problème. Donc, les candidats, j'ai cité, j'ai oublié Mélenchon, Hidalgo, Jadot, Pécresse, Dupont-Aignan, Le Pen, Zemmour, Lassalle. Allez-y, c'est un petit côté... Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron. C'est un peu soviétique, mais allez-y. C'est effectivement soviétique et c'est le mal que nous ne savons pas combattre d'ailleurs. Nous en sommes la preuve vivante à l'instant même. Et donc en réalité, en termes de dette, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une langue de bois permanente. Car ce que vous venez de faire, l'exercice auquel vous êtes obligé de vous livrer, ça s'appelle la langue de bois. Et donc, en fait, nous vivons dans la langue de bois avec la dette publique. Et moi, je comprends très bien ce qu'a dit M. Budger. Il a raison sur l'observation. Mais en réalité, il faut essayer d'en sortir parce que c'est dangereux. Lydia Guirouz. Alors, je ne sais pas si la règle des 3% de Maastricht, on arrivera vraiment à être dans le respect de ces 3%. Et j'ai l'impression que beaucoup de gouvernements au niveau européen n'arrivent pas à être dans les cordes et peut-être qu'il faudrait la revoir. Mais je ne vois pas quel candidat peut réussir à se faire élire en disant aux Français vous aurez moins d'aide et surtout vous allez payer beaucoup plus et on va avoir une période d'austérité et de rigueur budgétaire absolue. Le sang et les larmes, ça marche pas beaucoup. Ça prend parfois chez un certain électorat lorsque ces économies sont justifiées en réduisant ou alors les aides aux étrangers et en disant finalement les étrangers, on va faire des économies parce que c'est à cause d'eux qu'on a un déficit très très important. Là, ça prend un peu, mais dans le cadre d'une élection, et c'est peut-être dommage, je vois pas comment effectivement on suscite de l'espoir en disant qu'on va pas dépenser, d'autant plus que sans dépenses importantes avec le quoi qu'il en coûte, nous n'aurions pas pu maintenir l'économie française, nous n'aurions pas réussi à aider des entreprises, des petites, des moyennes entreprises, des restaurateurs à avoir la tête hors de l'eau et on aurait connu une succession de faillites extrêmement importantes, de pertes d'emplois extrêmement importants. Ces dépenses étaient aussi indispensables à un moment. Il faut faire face à l'urgence et peut-être reporter à un peu plus tard la rigueur. Jean-Philippe Delsol. Il est vrai que quelques pays en Europe ont des situations qui sont même plus graves que les nôtres, comme la Grèce et l'Italie, par exemple. Mais ceci dit, d'autres pays plus sains et plus riches, et riches parce qu'ils ont fait les efforts qu'il fallait, ont des taux d'endettement bien inférieurs aux nôtres. Deux exemples. L'Allemagne, 70% sa dette par rapport au PIB, contre, mettons, 115% pour la nôtre. Les Pays-Bas, 52%. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pays? Ces pays aussi, ils ont fait ce qu'il fallait pour faire face au Covid, pour aider les entreprises et les particuliers dans des situations compliquées. Sauf que, en même temps, si je puis me permettre, ils ont fait des efforts pour dépenser moins. C'est-à-dire que nous ne faisons les annonces que dans un sens. Alors bien sûr,
faire des efforts pour dépenser moins, ça veut dire rogner sur les avantages de quelques-uns. Mais quand ces avantages sont injustes, il faut savoir le faire. Et donc, je pense que sans annoncer du sang et des larmes, on peut avoir des programmes réalistes et qui disent la vérité aux Français. Guillaume Galland. Merci Philippe David. Plusieurs points. Déjà, pour ne pas vous faire frémir, le seul personnel politique finalement qui parle de la dette, il n'est pas candidat. Il est maire du Havre aujourd'hui. Il en a même fait une grande part de son dernier bouquin et il insiste depuis plusieurs années sur ce point en alertant. Mais je pense que c'est un sujet qui n'est pas vraiment sexy pour deux raisons. Premièrement, parce que les masses sont imperceptibles. Vous voyez, mais 3 000 milliards, ça veut rien dire pour le Français moyen. Hein. Bon, alors si on ramène par habitant, maître, je crois qu'on est autour de 40 000. Là, on mesure davantage que ça représente, mais c'est quand même des chiffres colossaux. Deuxièmement, ça fait peur. Bon, forcément, on se dit, waouh, il y a une dette par habitant, par tête qui est lourde, donc comment on va faire? Et après, quand on décortique les programmes de chacun, sans les nommer, on voit que sur toute l'aile gauche, la plupart, ils veulent supprimer la dette. Bon, on la supprime. Et à l'inverse, sur l'aile, droite, on veut faire de la rigueur impérative. Donc ça veut dire qu'on coupe toutes les aides qui ont, par exemple, permis de sauvegarder le tissu économique durant la Covid, peut-être aussi pendant la guerre en Ukraine, puisqu'il y a pas mal d'entreprises qui vont souffrir de ces marchés coupés, etc., dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, parfois dans les services. Il faut rappeler que la France était le premier employeur de Russie, donc attention. Et par contre, ce que j'ai bien aimé dans l'analyse de notre invité avocat, Jean-Philippe Delsol, c'est qu'il a bien différencié la dépense de fonctionnement et d'investissement. Et là, je crois profondément qu'il faut, regarder ça de près. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dépenser, c'est pas grave si derrière, on perçoit, à terme, des recettes, qu'elles soient fiscales ou qu'elles soient en matière de croissance. Mais si effectivement on est sur du fonctionnement pur, ça peut être un sujet si on continue avec ces croissances de dette publique au fur et à mesure. Dernier point, je pense que dans cette campagne, on parle peut-être pas de la dette en tant que telle, mais on en parle d'une autre manière, d'une manière déguisée, notamment sur les questions liées à l'âge au travail, à la retraite, parce que ça permet entre autres de résorber cette question à terme de la dette. Si on travaille plus longtemps, on cotise plus longtemps, et donc ça permet de rembourser un jour peut-être au moins ce système social. Et deuxièmement, sur les questions évidemment de fiscalité. Et là, on a tout l'arsenal, du carburant à la fiscalité sur le travail, etc., qui font grand débat en ce moment. Donc finalement, la dette est sous-jacente, elle n'est pas présente en tant que mot, que verbatim, que sémantique, mais elle est là, elle rôde, et elle est finalement dans tous les verbatims des programmes à la présidentielle. Jean-Philippe Delsol, qui va nous parler de la dette qui rôde. Oui, vous avez raison, elle rôde, c'est-à-dire qu'on ne s'en aperçoit pas, elle ne fait que rôder. Alors je vais vous donner 2 chiffres pour la rendre plus sensible. Différents. En 2022, compte tenu du déficit de l'État, le budget prévoit que la dette publique va augmenter de 155 milliards. 155 milliards, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais je vais expliquer, c'est plus de la moitié des ressources de l'État lui-même. Pas de la sécurité sociale, de l'État lui-même. Ça veut dire que l'État vit à moitié en s'endettement. Les avantages qu'il donne aux uns aux autres, fiscaux et autres, c'est en s'endettant. C'est plus compréhensible. Je vais vous donner un autre chiffre qui montre qu'il y a des efforts possibles. Parce qu'on vit là aussi dans un monde irréel. En France, tous les ans, l'État, les ressources publiques, c'est-à-dire nous contribuables, nous versons de l'ordre de, parce que chaque année ça change, 120 à 150 milliards d'euros de subventions, avantages divers au monde industriel, aux entreprises. Et les entreprises, hors TVA et hors charges sociales, versent aussi en impôts environ, bon an, mal an, de 120 à 150 milliards. C'est-à-dire que chaque année, l'État prélève et redonne avec une perte considérable au passage par la grande machine administrative. Donc, en fait, on vit dans un monde absurde. Et donc, pour répondre aussi à la question qui était posée précédemment, oui, je crois qu'il y a des moyens de faire face, de combattre ce mal endémique qui est la dépense publique et donc derrière cet autre mal secondaire qui est la dette publique.
Les vraies voix, 17h presque 45. Notre premier débat, la dette est-elle la grande oubliée de la présidentielle? Vous êtes 82,5% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour la suite du débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guillaume Rivalan, langue à fourcher, Lydia Guillaume Rivalan. Notre premier débat, la dette est-elle la grande oubliée de la présidentielle? Vous êtes 82,1% à dire oui. Avec nous, Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste et président de l'IREP, l'Institut de recherches économiques et fiscales. Je vais vous poser une question, Jean-Philippe Delsol. J'ai régulièrement parlé avec des gens de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui me disaient que les chiffres de la dette étaient complètement faux, puisque dedans, on ne prenait pas en compte les retraites des fonctionnaires. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien le cas? Auquel cas, si on le transférait au privé, pour un patron, ça s'appelle une présentation de faux bilan et ça relève du pénal. Je le confirme. Alors, je le confirme parfaitement. Donc, la dette, elle est pratiquement... Moi, on m'a dit que la dette, elle était plus près du double que de 2800 milliards, grosso modo. Elle est plus du double parce qu'en fait, les retraites, ça ne représente pas 3000 milliards, mais probablement 1500 milliards de cet ordre-là. Et donc, en fait, c'est vrai. Alors, ceci étant, c'est ce qu'on appellerait en comptabilité privée des engagements hors bilan. Donc, l'État se défend ainsi. Mais vous savez... les entreprises privées, elles sont obligées de marquer leurs engagements hors bilan dans leur bilan. Ah oui, et là, c'est présentation de faux bilan. C'est hyper grave. Voilà. Vous avez raison. Guillaume Rivalan veut réagir. Oui, il y a plein de choses qui diffèrent entre la présentation des comptes et celle même des collectivités qui doivent présenter un budget de fonctionnement à l'équilibre. Il faut le rappeler. Peut-être qu'il faut aller aussi dans ce sens, c'est-à-dire mettre des règles, non pas avec des pourcentages que personne là aussi ne perçoit et ne comprend, mais plutôt des règles comptables qui se rapprochent d'autres systèmes et qui paraissent plus saines finalement. En se disant, il n'y a pas l'État d'un côté qui peut faire à peu près ce qu'il veut, en tout cas présenter une dette ou un budget qui lui ressemble. Qui est, comme on dit, en langage paysan, aussi franc qu'un âne qui recule. Voilà, en Languedoc, bien sûr. Oui, absolument. Bravo Philippe. Et d'un autre côté, les collectivités et les entreprises qui doivent être assez sioux sur la présentation de ces bilans. Jean-Philippe Delsol. Oui, vous avez totalement raison. Et certains pays ont, et pour certains depuis longtemps, adopté ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire des règles qui, par la Constitution, interdisent aux parlementaires de voter des budgets en déséquilibre ou en déséquilibre au-delà d'un certain niveau. La Suisse, par exemple, a fait ça avec ce qu'ils appellent le frein à l'endettement et ça marche super bien. C'est-à-dire que la Suisse a réussi à limiter ses dépenses publiques et ses déficits publics. L'Allemagne aussi, c'est pour ça qu'elle est à un niveau de déficit qui est relativement modeste. Et donc, en fait, le vrai sujet, c'est que toute la machine européenne, d'ailleurs, il faut le dire, a encouragé, mais ça a été la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire que les banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, ont encouragé les États à dépenser, en rachetant leurs dettes indirectement. Et donc, en fait, plus ils s'endettent, les États, plus ils peuvent s'endetter, puisqu'ils s'endettent et que, en réalité, la Banque centrale, indirectement, rachète leurs dettes et favorise indirectement une sorte de création monétaire. C'est aussi ce qui crée l'inflation. Et les États ne veulent pas le dire, ça. Alors on dit c'est le Covid, c'est avec les difficultés donc d'échanges mondiaux, c'est l'Ukraine. Oui, ça l'est aussi. Mais c'est la Covid et l'Ukraine dans une situation dans laquelle déjà la circulation monétaire a énormément augmenté à cause de l'augmentation des déficits publics. Philippe Bilger veut réagir. Oui, rapidement, maître Delsol, j'ai entendu tout à l'heure que vous évoquiez des pistes qui représenteraient une lutte vigoureuse contre la dette et que cette mission n'est pas impossible. Est-ce que vous ne pensez pas tout de même que une politique de ce genre, poussée jusqu'à ses extrémités politiquement et économiquement les plus rigides, entraînerait, je dirais, une catastrophe sociale, qu'on pense à droite ou à gauche, peu importe. Jean-Philippe Delsol. Je ne le crois pas. Je vais vous donner un exemple. La retraite. C'est un autre sujet, mais juste deux ou trois chiffres pour situer l'exemple. Nous dépensons de l'ordre de, voire un peu plus, 14% de notre richesse nationale, du PIB, pour la retraite en France. Parce qu'on a un système de répartition qui est complètement obsolète et qui va droit dans le mur. Et ça va être de plus en plus.
tous les candidats veulent réformer la retraite, mais aucun ne fait de réforme majeure. Ce sont des réformes paramétriques. On va monter à 64 ans, à 65 ans, l'âge de la retraite, etc. Et en fait, d'autres pays qui ont adopté des systèmes différents, notamment de capitalisation. Je prends l'exemple des Pays-Bas. Arrivent à donner des retraites qui sont de 20 à 30% minimum plus élevées que les retraites françaises, avec des cotisations inférieures aux cotisations françaises. C'est-à-dire qu'en fait, la retraite dans ce pays-là, par exemple, et dans d'autres aussi, représente non pas 14%, mais 10 à 11% du PIB. C'est 3 à 4% de PIB, c'est-à-dire en réalité pratiquement 100 milliards par an qu'on pourrait économiser. Nous ne le faisons pas par idéologie. Ça réagit au 0826 300 300. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à tout le monde. Eh bien, moi, ce qui me dérange avec l'ADEPE et sa gestion actuelle, c'est-à-dire que par manque de courage politique, on va reporter les problèmes sur les générations d'après. Et on voit que l'État impose des règles comptables aux entreprises qu'il est incapable d'appliquer. Moi, je suis agriculteur, on a des règles comptables, on est soumis au contrôle d'un expert comptable. Et si jamais par cas notre bilan est déficitaire, ben, il faut combler le trou. Donc on va voir notre banquier, on lui dit ben, il va nous falloir un prêt pour combler le trou. Donc on met en caution une partie de nos terres et compagnie. Mais l'État français, lui, il peut se permettre d'endetter les générations d'après pour longtemps. Là, avec le Covid, et ça a été jackpot, on a pu emprunter à tout va. Là, je vois que le candidat président, il veut indexer les retraites sur le coût de la vie, donc ce qui va faire mécaniquement augmenter les retraites. Mais comme il n'y aura pas plus de cotisants, on va aller encore vers un problème, il va falloir créer encore de la dette. Donc je pense qu'on a un manque de courage politique dans ce pays. À un moment donné, il va falloir se regarder en face et dire, bon, mais il va falloir qu'on assume les décisions qu'on prend et surtout les financer. Alors, merci beaucoup, Paul. Jean-Philippe Delsol, il nous reste moins de 2 minutes. Moi, j'entends Paul du Lot-et-Garonne, c'est audible. Dernier budget en équilibre en France, c'était 1974, un temps que les moins de 48 ans ne peuvent pas connaître. C'est quand même hallucinant. Non, même dans les années. C'était avant les crises économiques. Les crises, c'est 73, c'est la dernière année, c'est la première année de la crise. Oui. Mais regardez, même quand il y a eu 4% de croissance sous les années Jospin, on n'a pas eu un budget en équilibre, c'est hallucinant. Moi, je crois que les crises sont souvent des prétextes. Face aux crises, il y a un certain nombre de pays qui réagissent différemment de la France. Par rapport à la crise des primes en 2008, 2009, eh bien, il y a un certain nombre de pays qui ont en fait réduit leurs dépenses, fait des efforts, etc. La France a fait l'inverse. Mais ce qui est vrai dans l'observation de votre auditeur, c'est que malheureusement, d'une manière générale, le gouvernement se permet des choses qu'il interdit aux entreprises, aux citoyens. Un autre exemple, une entreprise ne peut pas, sauf dans des conditions particulières et pour une durée déterminée, au plus de 2 ans, embaucher à durée déterminée. L'État, lui, peut embaucher à durée déterminée jusqu'à 5 ans, il peut renouveler ses contrats, etc. C'est tout à l'avenant. C'est comme ça, c'est selon que vous serez l'État ou pas l'État, etc., comme disait La Fontaine. Merci beaucoup, Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste et président de l'IREF, l'Institut de recherches économiques et fiscales. Verdict sur Twitter. Merci à tous. La dette est-elle la grande oubliée de la présidentielle? Vous êtes 82,2% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix. On aura le journal et je vous donne déjà notre débat de 18h30. Êtes-vous favorable à l'utilisation des langues régionales dans les conseils régionaux comme aujourd'hui en Bretagne? Pour la première fois, il y a des interprètes pour traduire en gallo et en breton et en français. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.